Les armes, décrivez-nous ces scènes. Regardez d'abord ces images. C'était hier soir, dans les rues de Téhéran, un convoi militaire armé qui défile avec, à son bord, des drones. Quelques mètres plus loin, place de la Révolution. Là, c'est une foule très nombreuse, très compacte, qui est réunie autour de ce camion. Pourquoi une telle effervescence ? Eh bien, je vous le disais, pour célébrer ces deux drones qui sont au centre donc, de ce camion, au centre de l'image, et qui sont présentés fièrement par l'armée. On connaît évidemment l'importance cruciale des drones dans cette guerre pour Téhéran. Ceux qui sont montrés par l'armée hier, sont montrés comme ceux qui se fait de mieux actuellement en termes de drones. C'est la première fois qu'ils sont exhibés par le régime. Les médias iraniens évoquent derrière ces drones la dernière génération de drones Arash. Une nouvelle version, donc améliorée, un modèle hybride entre deux technologies. D'un côté, la technologie Arash, de l'autre, évidemment, une autre technologie que l'on connaît bien en termes de drones, c'est la technologie Shahed. Selon les experts, eh bien, l'idée est de réunir le meilleur de ces deux connaissances pour faire un modèle hybride. Sur la forme, en tout cas, pour l'instant, ce drone, il ressemble plus à ce que l'on connaît des drones Shahed 136, l'autre drone donc, de l'armée iranienne. C'est peut-être l'une des surprises que nous promettait Téhéran et que l'on évoquait hier sur le plateau. On a déjà vu la précédente génération de ce nouveau drone, de ce drone Arash, à l'œuvre sur le terrain. C'est une arme de longue portée, jusqu'à 2000 km, et on a vu surtout son efficacité. Dernier exemple en date, c'était il y a quelques semaines, à l'aéroport Ben Gourion, à Tel Aviv. L'ancienne génération, donc Arash 2, a réussi à percer le dôme de fer, une victoire symbolique pour Téhéran. Un drone très difficile à détecter pour l'ennemi. C'est félicité à l'époque l'armée iranienne. Et que sait-on de cette arme ? Alors d'abord, c'est une arme à usage unique. Vous l'avez dit, c'est un drone kamikaze, une charge explosive à l'avant. On ne peut donc l'utiliser qu'une fois. Comme pour le Shahed 136, c'est la simplicité du modèle qui en fait sa force. Si on compare avec les précédentes générations, on a une petite idée déjà de à quoi il devrait ressembler. Alors d'abord, une taille équivalente à un petit avion d'à peu près 2,50 m. Il y a à l'intérieur un GPS, des capteurs évidemment, un moteur là aussi tout aussi simple qu'on peut comparer à celui d'une petite voiture. Et puis pour le fuselage et les ailes, eh bien c'est du composite plastique qui est utilisé. Résultat, son coût est faible. Pour les Shahed 136 par exemple, les experts estimaient le coût à 7 000 $ par unité. C'est évidemment très peu. Tout l'intérêt pour l'armée d'ailleurs, c'est bien ce coût très faible. Le processus de fabrication des drones Arash est rapide et ce drone peut être déployé en un temps record. Nous pouvons facilement lancer un grand nombre de ces drones dès que nous le décidons. Voilà ce que déclarait le porte-parole de l'armée iranienne. Et d'ailleurs, ça inquiète les États-Unis. Le Wall Street Journal rapporte aujourd'hui que les États-Unis s'inquiètent des capacités iraniennes. En cas de reprise des bombardements, l'Iran pourrait cibler ses voisins du Golfe par des attaques de drones ou de missiles. Donc il s'agit d'une course à l'armement. Les États-Unis répondent ? Oui, tout à fait. Les Américains font savoir qu'ils disposent aussi de nouvelles armes. Jamais encore déployées, voici le Dark Eagle, une vraie arme de guerre. Ça serait là encore un premier déploiement. L'information est relayée par le média américain Bloomberg. Le CENTCOM, le commandement américain du Moyen-Orient, a demandé l'envoi du Dark Eagle dans la région pour une utilisation potentielle contre l'Iran avec des capacités assez impressionnantes. On va les voir, justement, c'est un missile hypersonique capable de frapper des cibles à plus de 2700 km et tout ça à une vitesse de plus de 6100 km/h. C'est 5 fois la vitesse du son. Mais là, le coût n'est pas tout à fait le même, pas à la même échelle en tout cas que les armes iraniennes. Le coût d'un missile est estimé à 15 millions de dollars par unité. On parle au total d'un investissement américain sur le projet de 10 milliards de dollars. Alors, de quoi changer le cours de la guerre ? Pas vraiment selon les experts. Je vous propose d'écouter à ce sujet Marc Chassy. Je vois plutôt ça comme étant une fantastique chance pour l'armée américaine d'essayer ces nouveaux jouets. Voilà. Donc il n'y a rien de mieux qu'une guerre pour expérimenter des armes. Voilà. D'abord, vous avez des cibles, elles sont intéressantes, mais faut bien voir que la nature même de cet armement, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre.
L'idée pour les États-Unis derrière, c'est donc de continuer à mettre la pression sur l'Iran et puis surtout d'être prêt en cas de reprise des combats dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Excellent exposé. Merci beaucoup, Jocelyn Hazot. Merci vraiment. Alors, je me tourne vers l'expert militaire. Ah non, mais faites pas cette moue, bien sûr, général, tout de même. Je voudrais qu'on voit les images du drone iranien. On va commencer par la première étape et un peu de pédagogie encore. Votre avis, il peut changer effectivement quelque chose sur le terrain? C'est de la nature de ces drones que l'Iran a envoyés à la Russie pendant un temps. Bien sûr, et c'est un drone amélioré puisqu'il va à peu près à 2000 km, d'après ce que l'on voit, on les découvre avec vous, mais 2000 km, c'est à peu près la portée du Shahed. En revanche, le Shahed, il vole à 185 km/h, 200 km/h maximum. Là, on est entre 300 et 500. Donc, c'est un drone qui est beaucoup plus rapide, qui doit avoir une charge entre 150 et 250 kg d'explosifs. Donc, il peut faire énormément de mal. Mais ce que je voudrais dire, là, quand on voit ces deux armements, vous avez typiquement la raison pour laquelle les Américains se sont trempés de guerre. Où ils produisent un missile à 15 millions de dollars, l'autre, ils produisent un drone à 7000 $, facile à produire, en série, et donc les Iraniens assument leur asymétrie et sont capables de tenir la dragée haute aux Américains avec un équipement low cost, bon marché, tandis que les Américains ne semblent pas avoir pris la mesure de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils sont capables d'écraser, ils sont capables d'aller, on dit, à 2700 km à la vitesse de 6000 km/h, mais on ne voit pas comment cet armement va faire plier le régime iranien. Alors, en revanche, le drone, c'est la capacité de nuisance absolue et facile à produire et vraisemblablement dans la durée. Donc, je pense que là, on a exactement le symbole de cette asymétrie qui montre pourquoi l'Iran tient face aux États-Unis. Le message envoyé, l'analyse de Dominique Moësi et l'efficacité de ce message. Et après tout, n'est-ce que donc, de la propagande et l'arbre qui cache la misère de la réalité militaire de l'Iran? J'ai peur que non. En fait, on entre dans le 3e mois de la guerre et les Iraniens ont un message très clair. Vous voyez, j'ai tenu tête à deux des armées les plus puissantes au monde, l'armée américaine et l'armée israélienne, et chacun envoie un message lié à son avantage comparatif. Je ne répéterai pas ce qu'a dit très bien le général Richoux. Les Iraniens disent, voilà, je peux résister avec 7000 $. Ça a marché sur la mer, ça va marcher sur d'autres terrains. Mais je crois que le fond de l'affaire est un peu différent. Il s'agit pour les Américains, après avoir bloqué les bloqueurs sur le plan du détroit d'Ormuz et avoir porté la bataille sur le champ économique, se rendant compte que ça n'avait pas fonctionné, de revenir au plan militaire et de mettre en avant leur puissance, leur supériorité technologique. Donc, c'est vrai, les Américains n'ont pas réussi à faire céder l'Iran en les ruinant. Alors, ils promettent en plus toujours plus, les Iraniens. Il y a une autre menace là, qui monte très fort ces dernières minutes, ces dernières heures. L'Iran dit qu'il révélera une arme qui effraie les États-Unis. C'est le chef de la marine iranienne qui a lancé la menace. Regardez. امروز داریم ناشکن سنگین میسازیم و انشالله همین روزای خیلی زود و از اون سلاحی که خیلی وحشت دارن همون رو مشاهده خواهند کرد که بیخ گوششون هست. Pardon, je viens vers vous, bien sûr, Magali, dans un instant, mais Général Richoux, que peut-on imaginer derrière ces mots, une arme qu'ils craignent, les Américains, profondément, quand c'est le chef de la marine qui le dit? Eh bien, écoutez, je pense immédiatement au nucléaire, mais je pense que là, on est dans la rhétorique et pas dans la réalité. On sait que les Iraniens, même je pense qu'ils cherchent le programme nucléaire parce que c'est leur survie, ça sera l'assurance qu'on leur tirera plus dessus jamais, comme en Corée du Nord, etc. Mais je pense que c'est leur assurance vie, mais on sait qu'ils n'ont pas repris les essais nucléaires, enfin, pas les essais nucléaires, mais le développement de l'arme depuis à peu près juin 2025. Ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas d'avoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le programme, il est vraisemblablement stoppé pour une durée indéterminée, mais je pense qu'il menace, peut-être à terme, c'est quand même difficile à dire, mais je ne vois pas de menace plus effrayante que le nucléaire, de dire on poursuit notre programme, combien même il n'est pas prêt de déboucher aujourd'hui, à mon avis.
Et donc Magali. Non, mais on est quand même dans un moment en fait très particulier où chacun est en train de montrer les muscles et essayer d'intimider aussi l'adversaire pour le dissuader justement de reprendre la campagne de frappe. Donc, et qui est le plus fort à ce jeu-là? Et bien sûr, je mets 1000 guillemets. C'est-à-dire que les drones, on le sait, ont une vraie capacité de nuisance, hein, parce que les États du Golfe le savent bien, l'État hébreu aussi. Et c'est vrai que, vous savez, sur la télévision d'État, les Iraniens s'amusent à diffuser des cartes avec les cibles qu'il pourrait y avoir dans les États du Golfe si les Américains réattaquaient. Et ce sont toutes les installations pétrolières, gazières, les infrastructures de dessalement, tout ce qui est absolument obligatoire pour les États du Golfe pour continuer de fonctionner. En face, on sent les Américains tenter eux aussi de parler de leur super armement, de là aussi montrer les muscles. Le problème, là, manifestement, quand on se penche un peu plus sur ce fameux Dark Eagle, le missile hypersonique américain... On va montrer les images. Alors, on va du côté américain pour voir cette arme à nouveau. D'après ce que j'ai compris, en fait, c'est un missile qui vient de sortir d'une phase de test. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a quelques exemplaires. C'est pas le déploiement de ces missiles qui peuvent changer la donne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en stock. En effet, c'est une volonté certainement de les tester, comme le disait Marc Chassillan, de les tester pour la première fois. Ce sont des armes qui sont lancées depuis la Terre, normalement. Donc, quel pays du Golfe va accepter d'héberger le lancement de ce missile? Parce que derrière, il serait évidemment directement pris pour cible par les Iraniens. Donc, tout ça pose un certain nombre de questions. Ce qui est intéressant, c'est que, à la différence des missiles balistiques, il est très difficilement arrêtable. Parce que, en fait, on ne sait pas où est-ce qu'il va, quelle est la trajectoire. Et en fait, ce missile-là, il a été conçu pour justement préparer la guerre contre la Chine, pour arriver à percer les défenses aériennes chinoises. C'est dans ce cadre-là, en fait, que les Américains ont travaillé sur ce Dark Eagle. Alors là, il est sorti de ces phases de test, et on sent que le CENTCOM est immédiatement, c'est-à-dire le centre de commandement américain, est immédiatement tenté face justement à la rhétorique iranienne, de dire mais nous aussi nous avons ces armes extrêmement efficaces. Le regard de Jean Quatremer. Une guerre ne se gagne pas avec des armes miracles, ce qu'on appelait pendant la Seconde Guerre mondiale les Wunderwaffen. C'est ce qu'on a beaucoup cru. Hitler pensait qu'un jour, grâce à une arme magique, il gagnerait la guerre. Ça n'existe pas. Donc le Dark Eagle, franchement, c'est une anecdote. Il y a quelques missiles et ils vont être vite épuisés. Et on va taper quoi? Quelle cible vont-ils choisir? Ça a une utilité si, par exemple, on tape effectivement toutes les infrastructures énergétiques. Mais il faut voir ce que ça signifierait en termes de montée en puissance. Deuxième chose, moi ce qui me frappe dans cette affaire je trouve ça très passionnant ce qui se passe avec justement les drones. Parce que ça fait quand même 4 ans que on voit ce qui se passe sur le terrain ukrainien. 4 ans. 4 ans en termes militaires, c'est 1 siècle, c'est 2 siècles. Ah bah là surtout, oui. Voilà, donc on sait ce qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est toujours aussi démunis. C'est-à-dire que les Français ont envoyé des rafales qui ont été extrêmement efficaces, sauf qu'on tirait pendant très longtemps, pendant 1 mois, là, on a tiré des missiles qui coûtaient un pont, $1 million, $1 million contre des trucs qui en valent 2700. Et alors, enfin, on s'est dit, on va peut-être utiliser des mitrailleuses ou des petites roquettes, par exemple. On a armé nos rafales avec ça. On a déployé des tigres. C'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une guerre asymétrique et qu'il fallait pas balancer des missiles qui coûtaient plusieurs millions d'euros contre des trucs qui en coûtent 2700. Mais ce qui est fou, c'est qu'il a fallu que la guerre en Iran éclate. On aurait dû déjà s'adapter après ce qu'on avait vu en Ukraine. Et ça souligne une autre chose, c'est à quel point les armées occidentales ont loupé toute la révolution justement des drones. L'armée française, en premier chef, parce que ça fait des années que les militaires français ne veulent pas du drone. On a développé un drone qu'on vient de laisser tomber d'ailleurs avec les Allemands, qui est un truc extrêmement lourd, avec 2 moteurs, etc. Finalement, c'est trop lourd, trop cher, on le laisse tomber. Et encore une fois, $7 000. Le drone, l'Eurodrone qu'on fait avec les Allemands vaut je ne sais pas combien. Il coûtait plus de $100 millions. C'était le prix d'un Rafale. Le prix d'un Rafale, vous vous rendez compte? Donc on est en retard par rapport à cette nouvelle guerre, low cost par ailleurs. Mais je voudrais juste avancer sur un point. C'est le fait que les Américains dévoilent ce nouveau missile hypersonique, etc. Au lieu d'être un aveu de force, une preuve de force, est-ce un aveu de faiblesse? Oui. Parce que ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller plus loin
dans leur cible. Ça veut dire que les Iraniens ont déplacé leurs lanceurs plus loin, qu'ils ont réussi à s'adapter, que les Américains sont obligés de leur courir après d'une certaine manière. Oui, absolument, parce qu'après nous avoir annoncé que pendant la première phase de 6 semaines, ils avaient absolument écrasé, oblitéré l'armée iranienne, il n'en restait rien, ni la marine, ni rien du tout, etc. Ils n'avaient plus qu'à se rendre. La marine, c'est vrai. Hein. Oui, non mais la marine, c'est vrai, mais il reste quelques centaines de... Les vedettes. Oui, mais qui ont le même pouvoir de nuisance que les drones, c'est les drones sur mer, ça. Et ça n'arrête pas, je dirais, ça ne rouvre pas le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a ces vedettes, et parce qu'on dit qu'il y a 10 mines qui sont posées, etc. Donc il y a une véritable asymétrie. Et je pense que c'est un signal de faiblesse de nous expliquer que face à l'Iran, qu'ils ont aplati pendant 6 semaines, avec toutes les armes, les Tomahawk, tout ce qu'on veut, les bombes, les GBU-57 qu'ils ont, ils sont obligés de nous montrer des nouvelles armes absolument extraordinaires qui ne changeront pas le cours de la guerre, non seulement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'on a vu que la guerre qu'ils mènent, c'est pas la bonne guerre. Ils se sont plantés d'époque, ils se sont plantés de guerre, ils font une guerre symétrique avec des armements tout à fait conventionnels, alors même que les Iraniens, avec des drones pas chers, se sont déplacés dans le champ économique et prennent le monde en otage. Qui intervient sur place actuellement pour aider les États, les Émirats et autres? Ce sont les Ukrainiens. Je veux dire, aujourd'hui, l'industrie de la défense qui fonctionne le mieux au monde, c'est l'industrie ukrainienne, et c'est à eux qu'on fait appel. Nous, les Européens d'abord. Alors maintenant, même l'armée française a bien compris et les partenariats avec les Ukrainiens, mais je suis d'accord sur le retard. Dans quelques instants, si les Américains vont justement changer un tant soit peu leur stratégie pour essayer de se réadapter et être un peu plus efficaces. Mais d'abord, Dominique Moïsi, je vous vois patienter depuis tout à l'heure sur cette guerre asymétrique. Et est-ce la preuve d'une faiblesse américaine et non la démonstration de force qui s'étale? C'est-à-dire, le problème, c'est le facteur temps. En réalité, Trump nous ment. Et il se ment peut-être à lui-même quand il dit « mais j'ai tout le temps qu'il faut, dans 4 ans, c'est très bien ». En fait, il veut mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Il a idéalement pour lui, ce serait terminé le jour de l'ouverture du mondial de football aux États-Unis. Sinon, ça donne une mauvaise image. Un pays en guerre qui accueille la première compétition sportive. Et on voit le côté désespéré de l'Amérique. Donc on va bloquer les bloqueurs, première image. On va terroriser ceux qui entendent nous terroriser. Mais la résilience du régime iranien l'emporte sur la patience du peuple américain. Enfin, c'est quand même une guerre qui a commencé il y a 2-3 mois. Il faut arrêter avec la résilience. La résilience du régime nazi en 39-45, elle a quand même duré jusqu'au suicide d'Hitler. Je suis très méfiant. Vous avez absolument raison. À cette différence près qu'au bout de 2 mois, on n'a pas annoncé, au bout de 6 semaines, on n'a pas annoncé que l'affaire était pliée. Et Donald Trump a annoncé au bout de 6 semaines que l'affaire était réglée, qu'il n'y avait plus d'armée iranienne et qu'il n'avait plus qu'à et qu'ils étaient prêts à... Faisons attention nous-mêmes à ne pas porter des jugements définitifs. Mais vous verrez qu'on va retirer ce fil-là dans quelques instants, mais là on est en train de se demander si la trêve est en train de s'éloigner, et pas seulement parce qu'il y a ces nouvelles armes qui sont montrées et qui paradent d'ici ou là. Non, parce que là, ça se passe en ce moment. L'amiral Brad Cooper est arrivé dans le bureau du président des États-Unis. Image exclusive tournée par Sonia Dridi sur place de Donald Trump, qui se rend justement, et qui lui fait un petit coucou, qui se rend justement à cet entretien, ce briefing très attendu, parce que l'amiral Brad Cooper, il arrive avec de nouveaux plans pour frapper fort et vite. L'amiral Brad Cooper, si je martèle son nom, c'est que c'est pas du tout anodin. L'amiral Brad Cooper, c'est celui qui est présenté comme étant le diplomate guerrier qui dirige l'opération américaine en Iran. Et la dernière fois qu'il a franchi cette porte pour être avec le président américain, eh bien, s'ensuivait le déclenchement de la guerre. Voilà qui vous donne quand même une petite idée de la dimension du moment que nous sommes en train de vivre. The storm is coming, dit Donald Trump, c'était il y a quelques minutes. La tempête arrive. Et regardez ce que l'on dit du côté israélien. Le ministre israélien de la Défense vient de déclarer qu'il est possible qu'Israël reprenne très bientôt ses frappes. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בתיאום עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, מוביל את המאמץ להשלמת יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל ועל ארצות הברית בעולם החופשי דורות קדימה. אנחנו תומכים במאמץ ונותנים את הגיבוי הנדרש, אבל ייתכן ובקרוב
תידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים.